Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font pour ensuite, éventuellement, appliquer ces méthodes à nos propres projets. Salut Flo. Hello. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Je te remercie beaucoup de m'accueillir dans les locaux de The Box, dans tes bureaux en fait. Ouais, merci. Donc c'est très très cool. Et j'ai très très hâte de discuter avec toi de tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Là, donc c'est très cool. Première question pour démarrer. Peux-tu nous parler de la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort ? Quand, comment et pourquoi ? Ok. Eh bien, c'est simple. La semaine dernière, j'étais à Dakar au Sénégal, comme tu le sais. Ouais. Dans le cadre d'une mission de Learning Expedition. Donc, l'objectif, c'était de prendre des entrepreneurs de l'Afrique principalement et de l'Europe et de leur permettre de découvrir le marché sénégalais. Et donc, moi, j'ai été là un peu en mode ok, ben, moi, je viens découvrir l'écosystème sénégalais, rien de plus. Sauf que dans certaines soirées, on a fait beaucoup de soirées et dans l'une des soirées, il y avait énormément d'investisseurs. Et donc, un soir, j'étais là tranquille en train de m'occuper de mes oignons. Ouais. Et il y a un mec qui est venu me dire « Florence, il y a un mec là, il faut absolument que tu ailles lui parler, c'est un investisseur. » Donc, j'ai commencé à paniquer. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» Il m'a dit « Mais c'est pas moi l'entrepreneur, en fait. Enfin, je sais pas, t'es entrepreneur, tu sais ce qu'il faut faire. » Ben oui, c'est clair. Et donc, je me suis dit « Bon, le mec m'a un peu... tu vois, il m'a un peu taclé. Donc, je suis obligée d'aller maintenant. » Et donc, j'ai été parler au mec. T'as pitché ton truc, ton et projet. J'ai été pitcher mon truc en anglais à un investisseur. En anglais, waouh. Avec une coupe de champagne et tout. Et franchement, c'était... ouais, ça, c'était... Je suis sortie de ma zone de confort. Plus. Ouais, au max. C'est cool, ça. Et t'as un rendez-vous, t'as de l'argent, Alors, tu sais quoi ? La suite de l'histoire, c'est que j'étais parlé au mec. Je sais plus ce qu'il y avait marqué sur son t-shirt. Je crois qu'il y avait marqué dans le dos de son t-shirt Better than ChatGPT. Un truc comme ça. Et j'étais le voir, je lui dis ah cool, franchement, j'aime beaucoup ton t-shirt. Ce que tu as écrit, ça me parle beaucoup. Il m'a dit ah bon, pourquoi ? Je dis bah tandem aussi, ça blablabla. Donc je pitch mon truc machin. Le mec n'en avait rien à cirer. Ah ouais. Rien. Tu vois, je sentais que tu vois quand tu parles à quelqu'un que tu sens qu'elle s'en fout. Donc il m'écoutait par politesse, mais voilà. Et donc il y a un mec qui vient me couper la parole. Il me passe littéralement devant. Et il vient lui dire, je ne sais pas qui c'est, mais il vient lui dire, écoute, j'y vais, je te laisse, on s'appelle demain, enfin bon, voilà, machin. Moi, dans ma tête, je me dis, mais ça se fait pas, en fait, c'est douce, enfin voilà. Et donc, du coup, il parle un moment, tu vois, genre en mode des au revoir éternels. Et le mec qui a coupé la parole se retourne vers moi, il me dit, je suis vraiment désolée, je m'appelle Michael, et toi, qui t'es, machin. Donc, je lui dis, je m'appelle Florence. Il me dit, ah bon, tu viens d'où ? Je dis, je viens de Guadeloupe. Il me dit, ah oui. Je dis, oui. On parle et tout. Tout ça en anglais, toujours ? Oui, toujours. Et donc, il me dit, tu fais quoi ? Donc, je lui dis ce que je fais et tout. On discute. Et là, il me dit, tu sais quoi, Florence, il me faut ton numéro. Je travaille dans un fonds d'investissement et il faut absolument que je t'envoie les offres qu'on propose aux entreprises comme la tienne. Et du coup, j'ai pitché un investisseur sans savoir que c'est un investisseur, alors même que je pensais pitcher à quelqu'un qui n'en avait rien à cirer. Donc Génial. Voilà. Génial comme anecdote. Super, top. Alors justement, ça me permet de te demander qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis Florence, j'ai 35 ans. Florence Dorsil. Florence Dorsil.
Mais tu peux m'appeler Florence, tu peux même m'appeler Flo. Flo. J'ai 35 ans, je suis entrepreneur. Ça fait depuis pas longtemps que je m'identifie en tant qu'entrepreneur. Donc, je suis entrepreneur et je suis la fondatrice d'une agence qui s'appelle Tandem Office. Et au sein de cette agence, on accompagne les entreprises à digitaliser, optimiser, automatiser leurs processus internes. Est-ce que c'est clair ? Pour moi, ça l'est en tout cas. Okay. Pour moi, ça l'est et j'aime bien la simplicité avec laquelle tu as résumé ce que tu fais. Parce que j'imagine que ça ne va pas être évident parce que l'automatisation, c'est un vaste sujet. Donc, ouais, ça englobe plein de choses. Donc voilà, et je suis sûr que ça t'a pris du temps à... Ouais, c'est clair. Ouais. Je me rappelle les toutes premières fois qu'on me demandait ce que je faisais. Oh là là, je ne savais pas quoi dire. Mais je me rappelle, parce que justement, ça m'a permis d'aborder ce fameux chapitre de la zone de confort. Au départ, quand je t'ai rencontré, on s'est rencontré au Spot. Le Spot Coworking, c'est un espace de coworking à Jarry, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, à l'époque, tu disais que tu externalisais du secrétariat. Et ça a bien changé depuis. Ouais, en fait, c'est juste que ça m'a mis du temps à... Tu sais, avant d'en arriver là, je pense qu'on a fait un gros travail de vulgarisation qu'on fait toujours. Ouais. En 2019, quand j'ai commencé cette activité, expliquer que je digitalisais la gestion administrative, c'était pas du tout palpable et les gens n'avaient absolument pas envie. Et du coup... Mais d'ailleurs, comment ça t'en est venu à l'époque de vouloir faire ça, d'externaliser justement la gestion administrative des entreprises? Ça t'est venu d'où? En fait, avant, j'étais responsable recouvrement et crédit management dans une société d'énergie à La Défense, dans une grande tour. Ouais. Et je gérais, tu vois, tout le pôle back-office. Ok. Facturation, comptabilité, tout ce qui était après la vente. Ok. Et du coup, j'étais toujours dans... C'est des flux d'informations que je maîtrisais. Et j'étais en charge de l'implémentation d'automatiser des projets qui mettaient en place parce qu'on travaillait sur SAP. Et j'étais en charge de... l'implémentation de systèmes d'automatisation entre SAP, la banque, etc., etc. Bref, j'avais commencé à toucher de l'automatisation à cette époque-là. Et dans ce travail-là et dans tous les postes que j'ai occupés précédemment, j'arrivais toujours à un moment où je m'ennuyais un peu parce que, tu sais, dans une fiche de poste, plus tu vas dans des grandes boîtes, plus ton périmètre d'action est restreint. Ouais. Et à chaque fois que je changeais de boîte ou que j'ai travaillé dans des grandes boîtes, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler dans des boîtes prestigieuses, mon champ d'action était toujours un peu restreint. Ouais. J'avais également à côté de ça ce projet de revenir en Guadeloupe. Et je me suis dit, je ne vois pas dans quelle mesure je vais pouvoir travailler avec un périmètre d'action large dans une PME en Guadeloupe. Si déjà tu es restreinte à Paris. C'est quoi. ça. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je me sens prête pour monter mon entreprise quand je vais rentrer en Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est tout ce cheminement-là où je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, à savoir de la gestion administrative, à savoir facture, comptabilité, back-office, service client, etc., etc. Je maîtrise un peu le flux d'informations. Je maîtrise également un certain nombre de logiciels. Et l'idée, c'était d'aller dans les entreprises et d'optimiser un peu les process pour permettre aux chefs d'entreprise de gagner du temps. D'ailleurs, avant, c'était... je crois que je parlais de gain de temps systématiquement, etc. Et quand je suis arrivée, j'ai mis évidemment un peu de temps à trouver mes premiers clients. Mais quand j'ai trouvé mes premiers clients, eh bien, je me suis vite retrouvée dans une posture d'exécutante. Ouais. À savoir que les entreprises, elles faisaient comme ça. Elles n'avaient pas vocation à changer. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Et du coup, je ne suis pas restée très longtemps avec cette casquette-là parce que ce format-là ne me convenait toujours pas parce que ça correspondait à ce que je faisais en salariat. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu connaissais déjà le marché guadeloupéen avant de revenir ou pas? Pas du tout. En fait, je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe. Ce que j'aime bien dire, je suis guadeloupéenne, mais ma vie d'adulte et ma vie professionnelle, je ne l'ai pas faite ici. Ouais. Donc, même si tu es guadeloupéen, tu es né ici,
mais si tu es parti faire tes études, parce que je suis partie pendant 12 ans, enfin je suis partie quand j'avais 17 ans, tu peux pas prétendre revenir et connaître le marché, l'écosystème. Surtout que j'avais 2 handicaps, c'est que je n'étais pas entrepreneur avant, j'étais salarié. Donc je n'avais même pas conscience de tous ces biais-là, de découvrir l'écosystème, etc. Ouais, quand tu revenais en vacances, tu venais en vacances, quoi. C'est ça. Ouais. Et aussi, avant de partir, avant de quitter l'Hexagone, je me suis mise à faire un tas de formations. Tu sais, j'ai appris à faire des sites internet. J'ai suivi tous les MOOC Google, là, tu sais, les trucs marketing, machin. Google Academy, tout ça. Là. Exactement. Okay. J'allais dans les CCI quand il y avait des interventions. Je me déplaçais vraiment. J'étais dans une optique, OK, je vais me former à l'entrepreneuriat par rapport à ce que je sais. La première chose premier constat que j'ai fait, alors que je n'avais même pas encore de clients, c'était que ce que j'avais appris en Hexagone n'était pas duplicable à une île. Ouais. Parce qu'en Hexagone, on te dit oui, votre fiche Google My Business, bien optimisée, blablabla, machin, vous allez trouver des clients. Bon, en Guadeloupe, je ne suis pas certaine d'avoir trouvé des clients grâce à Google My Business. Ouais. C'est une carte de visite qu'on te connaît déjà. Ouais. Mais voilà. Quoique ça peut fonctionner. Hein. Moi, je connais quelqu'un pour qui ça fonctionne réellement. Mais effectivement, je suis d'accord, ça ne... En fait, quand tu proposes un service qui est un petit peu... par exemple, je ne sais pas, moi, tu cherches toilettage de chien. Tu vas taper toilettage de chien sur Google, tu vas tomber sur une fiche Google My Business. Oui, tu vas cliquer, tu vas y aller. Mais aujourd'hui, Google My Business n'est pas du tout, et je ne pense pas que ça a été le cas à un moment, était notre canal d'acquisition. Super, trop bien. Et justement, au départ, moi je trouvais que moi je m'en rappelle bien, tu es une des personnes, quand tu m'as parlé de la première fois, quand tu m'as parlé de ton business, j'ai tout de suite compris ce que tu faisais. J'ai tout de suite compris le potentiel qu'il y avait. Et pour moi, ça sonnait office management. Pour moi, c'était de l'office management que tu faisais. Et toi, tu disais pas ça, tu disais non, c'est du secrétariat, machin. Et en fait, je trouve que tu te dévalorisais beaucoup et que tu ne donnais pas assez de valeur à ce que tu faisais, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que ça n'a... Bon, je sais pas quel est ton état d'esprit aujourd'hui, parce que je pense que malgré tout, tu dois quand même avoir des phases de doute quand même, tu vois. Mais comment tu as réussi à dépasser ça, justement? En fait, je pense que c'est au fur et à mesure des missions... Ouais, je pense que c'est les missions... Tu as pris confiance au fur et à mesure. Ouais, en fait, tu auras beau faire regarder des vidéos coaching, machin, te dire oui, la confiance, le syndrome de l'imposteur, machin. Moi, la seule chose qui balaie mon syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai fourni un service, fourni une prestation de qualité. Et que la personne, ou quand on me pose une question et que j'ai la réponse ou que ça me semble logique, voilà. Et là, ça me met en confiance. Et là, tu te dis, OK, je suis peut-être légitime, en fait, petit à petit. Mais en tout cas, ouais, moi, ça a été un cheminement. D'ailleurs, comme je te disais, c'est que depuis récemment que je dis que je suis entrepreneur. Ouais. Je ne sais même pas ce que je disais avant, mais je ne disais pas ça. Ok, dis donc. Et en plus, maintenant, alors, ça a pris de l'ampleur quand même. Hein, parce que, alors, au départ, il y avait Tadam, et maintenant, c'est Tandem. Alors, c'est l'inverse. C'est là... ça s'est toujours appelé Tandem Office. Ouais. Et j'ai créé Tadam en 2020. Tandem a été créé en 2019. Alors, c'est quoi Tandem, c'est quoi Tadam alors, Tandem Office, c'est l'agence, elle a toujours existé. Je me suis toujours appelée Tandem dès le départ. Ouais. Même quand je disais que j'étais secrétaire, après Office Manager. Ok, toujours Tandem, d'accord. Ça s'est toujours appelé Tandem. Ok. En revanche, comme je te disais, avant le Covid, avant, ou en tout cas en 2019, la digitalisation n'était pas une priorité pour quiconque. Je me rappelle même peu de temps avant le Covid, avoir sorti une offre qui s'appelait, oh là là, j'ai oublié, mon bureau virtuel, la digitalisation, un truc comme ça. Rien du tout, ça prenait pas. J'ai fait des sponsors, j'en ai pas, rien à faire. Et puis, mars 2020, le Covid arrive, je perds tous mes clients parce que en fait, c'était des clients physiques que j'avais. Ouais. Et dont le spot d'ailleurs, qui a dû s'adapter et fermer du jour au lendemain. Enfin, on a travaillé sur d'autres sujets. Et après, post-Covid, moi, pendant ce Covid, je me rends compte qu'il y a une carte à jouer, et parce que les entreprises ont de plus en plus besoin de travailler en distanciel et de digitaliser cette relation avec leurs clients.
Et donc, je crée Tadam à ce moment-là, qui est le secrétariat virtuel des pros qui veulent gagner du temps. Ok. Et donc, c'est une interface web où tu as prise de rendez-vous, paiement en ligne, collecte de documents et formulaire de demande. Genre, tu essaies de contacter un professionnel et tu lui envoies ça comme un Linktree ou comme un truc comme ça. Et du coup, ça lui permet d'être proactif et ça lui permet de ne pas avoir de la décrémentation d'informations. Et tout le reste derrière, bien sûr, automatisé. Donc, quand quelqu'un prend rendez-vous, il y a un workflow derrière qui, toi, t'envoie une notification, le client est notifié, c'est dans ton agenda, c'est dans son agenda. Et tout ça dans Tadam. Voilà. Ça regroupe en fait pas mal de services qu'on voit aujourd'hui en fait. C'est ça. Ouais. Le paiement en ligne, et Ouais. par exemple, il y avait les formulaires de contact. Par exemple, pour un avocat où tu allais dire je vais prendre rendez-vous avec un avocat. Enfin, bon, bref. L'idée, c'était de tout englober dans. En fait, c'était. Mon idée, c'était de se dire ok, aujourd'hui, dans les entreprises qui ont un accueil, qu'est-ce que fait la secrétaire en gros? Elle prend les rendez-vous, elle encaisse les paiements, elle suit les demandes et elle récupère les documents. Donc, l'idée, c'était de mettre ça dans une interface et de vendre ça. Ok. Et donc, ça s'appelait Tadam App. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça a marché? Non. Pourquoi? Franchement, Jude, tu n'es pas rentré dans des stratégies marketing et des biais personnels parce que je l'ai vraiment pris personnellement le fait que ce n'ait pas marché. Ouais. Mais je pense, et j'essaie d'être le plus neutre possible, et tu vois, sans ego, voilà. Je pense qu'on est arrivé beaucoup trop tôt. Enfin, que cette solution-là est arrivée beaucoup trop tôt. Tu vois, maintenant je t'en parle, tu me dis oui, aujourd'hui c'est démocratisé. C'est normal d'avoir ça. Alors qu'en 2020, je propose ça aux gens et j'étais là, mais j'ai une secrétaire. Ouais. J'étais là, mais oui, mais en fait ça lui permet de gagner du temps. Oui, mais du coup. Ouais, j'étais même au chômage, quoi. ouais. Donc du coup, je pense qu'on était trop en avance. Qu'aujourd'hui, quelqu'un sortirait ça avec un peu de moyens. Et je pense que ça serait cool. J'ai peut-être imaginé, proposer ça sur le marché sénégalais. Du coup, sortir la V1 parce que maintenant on est passé à la V2. Ce projet-là, on l'a enterré officiellement. Donc Tadam V1. Ok. Peut-être le déterrer pour essayer de voir ce que ça peut donner à Dakar. Ouais. Mais oui, en fait, non, ça n'a pas marché. D'accord. Et du coup, Tandem a continué à exister sans Tadam. Et Tandem aujourd'hui, c'est toi avec deux partenaires, collaborateurs. Comment tu appelles ton équipe? Alors, juste avant de répondre à ta question, Tadam a toujours existé. Tandem a toujours existé et a eu plusieurs produits et a encore des produits. Ah d'accord, et dans les produits de Tandem, tu as les e-books, tu as Tadam. Tu considères e-book comme un produit de Tandem? Oui, c'est un produit gratuit, mais c'est un produit. Okay. Tu as la Webtable. Il y a plein d'autres choses qui sont portées par Tandem. D'accord. Ok. Donc en fait, Tadam en faisait partie. Ça en fait toujours partie parce qu'on travaille sur une V2, qui est un pivot qu'on a fait complètement. Mais en fait, Tandem reste toujours le parapluie de tous ces projets. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, je travaille avec des collaborateurs. Leur statut aujourd'hui, c'est des prestataires de services. C'est des amis et prestataires de services. Mais Tandem Office n'a pas de salariés à ce jour. Ok, super, très bien. Et comment vous vous organisez justement pour gérer les clients, l'activité? En fait, on a chacun un périmètre d'action défini, tant sur la partie Tandem, tant sur la partie opérationnelle. Par exemple, si je prends l'exemple de Jessica, elle s'occupe de tous les axes stratégiques marketing de Tandem Office, mais elle intervient également sur la partie opérationnelle avec les clients qui veulent par exemple automatiser leur stratégie marketing dans le cadre de développement de bases de données. Idem pour Julien. Et on a également d'autres prestataires, donc une personne qui s'occupe du community management, donc elle s'occupe du community management de Tandem Office, et Jordan, que tu connais, non? Jordan Levé. Ben oui. Voilà. Levé. oui, Jordan, évidemment. Oui. Et donc du coup, qui est sur la partie Notion.
Ah, mais oui, c'est vrai que lui, il les connaît bien, effectivement. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et donc, il Et nous tu a vends une notion? Enfin, tu vends... à ce jour, Jordan est celui qui a vendu le plus de workshops. Ah ouais, d'accord. Ok. Il n'en a pas vendu beaucoup. Ouais. Mais il en a vendu, Ouais. oui. En fait, oui, il y a des gens qui sont intéressés pour faire du Notion. Mais Jordan va être amené, je pense, à intervenir de plus en plus sur la partie stratégique tandem aussi. Ok, d'accord. Ok. Cool, Et super il ça. apprend là en live, un Jordan. Ah ouais, d'accord. Ouais, là, Jordan, si tu savais pas. Ah, mais c'est génial ça. C'est top. Ben, c'est bien, ça se développe. Ok. Et du coup, comment, par rapport au marché guadeloupéen, typiquement, je veux dire, tu as dit tout à l'heure que tu penses que ta dame est arrivée trop tôt. Voilà, mais encore aujourd'hui, je pense que le marché guadeloupéen est sûrement au-delà, hein, caribéen, tout ça. Et encore, bon, on sait déjà que globalement, on a quelques années de retard sur ce qui se fait dans les territoires continentaux, hein, mais ça c'est un peu normal, hein, on est insulaire, voilà. Mais comment tu fais toi pour gérer ça, pour évangéliser à tes clients? Comment tu fais pour quelqu'un qui vient vers toi ou quand tu vas prospecter, pour expliquer à la personne, à ton client, comment, enfin, ce que ça va lui apporter et comment tu fais? Alors en fait, déjà, on m'avait expliqué, une dame d'âge très mûr m'a dit que le terme évangélisation était un terme très... Oui, biblique, exactement, machin. et que surtout, c'était vraiment par la force. En fait, on évangélise par la force, parce que l'évangélisation, ça a cette connotation de on t'évangélise par la force. Ouais. Et donc, je n'ai pas la sensation d'évangéliser parce que Jude... Je ne réponds qu'aux gens qui ont des questions. Je ne vais pas chercher les gens qui n'ont pas besoin de... La force, je sais pas, hein, quand tu entends une pub, si je vais bien, si je vais mine pendant 10 fois en un quart d'heure, c'est la force aussi, ça? Oui, c'est vrai. Okay. Mais non, ce que je veux dire, c'est que pour répondre à ta question, je pense que les gens viennent naturellement à nous. Ok. En tout cas, on n'a pas la sensation d'aller chercher les gens. Ok. Mais tu fais quand même un peu de prospection quand même, non? Oui, on fait de la prospection. On est très mauvais d'ailleurs sur la prospection, il faut que tu le saches. Ouais. Aujourd'hui, notre canal d'acquisition, c'est vraiment les gens qui viennent à nous. Ouais. C'est bien. Comme disait quelqu'un que je connaissais, la meilleure stratégie marketing, c'est la recommandation. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas bon niveau prospection. On prospecte quasiment pas. Ouais. Clairement, on ne prospecte pas. Donc oui, les gens viennent à nous et on essaye de les garder, mais on va pas encore chercher les gens. Et aussi parce qu'en fait, moi je le dis assez souvent, en fait, on a besoin d'une ressource humaine. On n'a pas encore les moyens d'avoir une ressource humaine pour du bizdev. Mais le jour où on aura une ressource humaine pour le bizdev, il va aussi falloir qu'on soit prêt à gérer tout le flux de demain. C'est clair. Ah, c'est clair, hein. Ça j'imagine, ouais. Après, parce que ça peut tuer des boîtes, ça, hein. C'est déjà arrivé clairement. Quand tu gères pas la croissance de ta boîte, effectivement. Non, parce que, en fait, je te dis ça parce que j'ai vu une interview de toi sur Canal 10 à propos de la Webtable numéro 3. Donc la Webtable, c'est le fameux événement que tu organises, c'est la 3e édition que tu as fait il y a quelques semaines maintenant. Mais alors, c'était sur l'automatisation. Cette fois-ci, mais la deuxième c'était sur le side business à laquelle j'avais participé, et la première je sais pas sur quoi c'était les solutions digitales. On avait reçu Anne-Sophie Léniel d'IPaySat. Ah oui, je me rappelle. En guest, effectivement, et on avait parlé. Effectivement. À cette époque-là, c'était peu de temps après le Covid, c'était en octobre 2020. Et on avait parlé des solutions digitales dans l'entreprise. On n'a pas voulu partir sur ce terme no-code pour ne pas effrayer les gens, parce qu'en fait c'était encore trop tôt, mais on en parlait déjà. En fait, si tu veux, les personnes qui iront chercher des informations sur moi, comme tu viens de dire, tu as regardé une interview sur moi, j'ai toujours parlé no code. Ma ligne éditoriale n'a jamais changé. Oui, effectivement. C'est juste que j'ai essayé de m'adapter aux termes que les gens comprenaient, parce que je me suis dit, si je dis no code, les gens ne vont jamais venir, en tout cas en 2020. Et là, en 2023, j'ai dit à la team, on prend le parti pris d'appeler ça no code et automatisation. Ok. Tu fais une différence entre les deux, entre no code et automatisation?
J'ai l'impression que les développeurs à la fond, mais bon, c'est pas... Non, parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, chez nous, chez Tandem Office, on automatise avec des outils no-code. Voilà. Donc non, pour moi, je ne fais pas de nuance. Certains outils no-code te permettent d'automatiser, d'autres non. Mais tu as des outils qui te permettent d'automatiser uniquement. Donc en soi, c'est pas, ça ne veut pas forcément dire la même chose, mais en tout cas, les deux se rejoignent à un moment ou un autre. Ouais. Ok. Non, parce que, oui, je reprends à ma question. Quand tu es passé sur Canal 10, à propos de la Webtable numéro 3, l'animateur t'a très souvent repris pour justement vulgariser les mots que tu utilisais. Tu vois, le terme SaaS, il y a plein de termes que tu utilisais, et à chaque fois, il te reprenait et tu expliquais, en fait, pour te forcer un peu à expliquer. Alors, on sent bien que, voilà, toi, c'est devenu un langage courant chez toi, voilà, et je me demandais, voilà, comment tu faisais, mais tu as répondu à ma question, hein, mais voilà, même quelqu'un qui vient te voir, je veux dire, même si quelqu'un vient te voir, quelqu'un a entendu parler de toi, parce qu'effectivement, volontairement, tu es quand même assez présente sur les réseaux sociaux, vous avez une vraie stratégie, alors pour moi c'est de l'acquisition, hein, sur LinkedIn, vous êtes vraiment très très présent sur LinkedIn, donc toi, Jessica, Julien, également Jordan, je ne savais pas qu'il était en équipe aussi, donc moi je vous vois partout, parce qu'à force de liker vos trucs, j'en ai marre, je veux que partout. Mais je veux dire, quelqu'un qui vient, il faut quand même lui expliquer ce que tu vas faire. Et cette personne, moi j'ai vraiment cette sensation des fois, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé un peu le freelance en Guadeloupe, c'est facile de vendre un produit à quelqu'un, de lui dire, ben voilà, ça coûte tant, mais aller dire à quelqu'un, ben voilà, ok, on est sur une relation longue durée, où c'est tant de jours hommes pour travailler et que ben voilà, la journée homme coûte tant et qu'on va te facturer 5 jours, donc 5 fois 500 la journée, ça fait tant. C'est compliqué ici de faire ça. En fait, si tu veux, nous, dans les entreprises, on a une stratégie où on essaye de choper ce qu'on appelle les infiltrés. Ouais. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va choper la personne qui sera en charge de la transformation digitale, la personne qui sera en charge d'un volet DSI ou quelque chose qui sera sensible à ce qu'on dit, ou quelqu'un qui nous suit sur, comme tu disais, sur LinkedIn, on est très présent. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va intégrer les entreprises. Mm-hmm. Mais on va déjà chercher des personnes qui comprennent notre langage, parce que c'est trop compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas bon en prospection. Après, si Jessica était là, elle dirait oui, mais on n'a pas tout testé non plus. Mais c'est parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui... Souvent, par exemple, quand je me retrouve à parler à des gens qui entendent les termes pour la première fois, ils n'arrivent pas à s'imaginer le champ des possibles. Et donc, pour eux, c'est une lubie, en fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose du luxe ou quelque chose... voilà, mais ce n'est pas indispensable. Alors que quelqu'un qui va tout de suite comprendre, OK, si je fais ça, ça va me permettre de gagner tant de temps, de faire ça, de ne plus faire ça, de supprimer tant de tâches. Et ces tâches-là pourront être allouées à faire ça. Cette personne-là, c'est avec elle que je vais parler. Et c'est elle qui sera mon infiltrée dans cette boîte-là pour aller vendre mes prestations à son boss. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Non, mais c'est très clair, pas mal. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu parlais du Sénégal. Déjà, alors, c'était comment le Sénégal ? C'était bien, franchement, c'était bien. Oui. Tu es parti, tu m'as dit alors le programme, c'était quoi ? Ça s'appelait une Learning Expedition. Ouais. En fait, c'était un appel à candidature pour des entreprises. Ouais. Qui voulait découvrir le marché africain et découvrir l'écosystème africain et potentiellement investir en Afrique. Mm-hmm. Et dans ce contexte-là, ils proposaient une mission d'expédition au Sénégal pendant une semaine pour découvrir l'écosystème sénégalais et nous permettre d'investir en Afrique. Et donc, c'était un organisme qui s'appelle Enrich in Africa avec Bondinov, qui ont créé cette Learning Expedition. Mm-hmm. Et du coup, il y avait un appel à candidature. Donc, on a candidaté, on a été lauréat. Mm-hmm. Et donc, il fallait que je me rende à Dakar pour assister à cette semaine de learning, en fait. Génial.
Et vous avez fait quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? C'était des séminaires? C'était des Alors, rencontres? premièrement, je trouve que c'est la deuxième fois que je participe à un événement de ce type, parce que tu sais, on était parti au Canada à Montréal, tous les trois Ouais. l'année dernière. Ouais. C'est là que je suis partie seule. Et je trouvais que c'était particulièrement bien organisé. Ok. Franchement, ils ont bien compris que c'était des entreprises à but lucratif qui se déplaçaient. Et en fait, ils nous ont mis vraiment dans des conditions pour faire du business. Ok. Donc, le premier jour, c'était vraiment découverte de l'écosystème avec le truc un peu théorique. Voilà le marché, voici les insights, voici Business France a fait une présentation. Et l'après-midi, on est parti dans un incubateur qui s'appelle Impact Hub Sénégal. Ouais. Et où le manager de l'espace nous parlait vraiment des trucs très terre-à-terre du marché sénégalais. Des choses hyper basiques, mais que tu ne peux pas deviner quand tu n'es pas du tout... quand tu n'es pas du tout sénégalais, quand tu n'es pas du tout sénégalais et que tu n'es pas du tout africain. Et c'était cool à savoir, par exemple, un truc tout bête, mais il nous disait les Sénégalais sont tellement dans les échanges chaleureux et humains que ce sera quasi pas possible de maintenir une relation à distance avec un Sénégalais, et qu'il fallait absolument qu'on ait quelqu'un sur place, ne serait-ce que pour closer, pour aller dans les événements. Et à peine une semaine, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est cool ça. Et ok. Et par rapport au... Alors, est-ce que c'était une volonté pour toi de toucher le marché africain? Je veux dire, est-ce que tu as déjà testé le marché caribéen avant? Alors oui, alors on a été lauréat, mais on ne s'est pas retrouvé là non plus par hasard. Ouais. On est vraiment dans une démarche, je ne sais pas si tu voulais en parler après, mais d'internationalisation. Ouais, allons-y. Hein. Parce que, si tu veux, aujourd'hui, le constat, c'est que j'ai fait le retour aussi à Business France en Guadeloupe, on a la Team France Export. On ne nous sensibilise pas assez au fait qu'on est une petite île. On est une île, mais on est une très petite île. On est 400 000 habitants. Même moins. Environ 25 000 entreprises sur le territoire. Ouais. Et à un moment donné, quand tu développes tes services, tu seras forcément bloqué. En fait, tu ne pourras pas forcément passer à l'échelle. C'est mathématique, c'est simple. Ouais. Et donc, du coup, le marché caribéen, encore une fois, tu sais, avec la Martinique, on n'est toujours pas 1 million. Hein. Ouais, et pas sûr qu'avec la Guyane, on fasse quand même pas le million. Si on est 1 million avec la Guyane, on doit être 1 million 100, un truc comme ça. En tout cas, à mon souvenir. Et si on prend le marché caribéen au global, par contre, donc francophone, anglophone, hispanophone, mais là on touche des pays comme la Colombie, comme le Costa Rica, tout ça. Là on arrive sur quasiment 50 millions. Combien ? 50 millions. Moi je t'assure, c'est vrai. Ok. Mais le problème, c'est parce que tu as des territoires qui sont très, très peuplés, hein, enfin très peuplés. Costa Rica, c'est 4 millions d'habitants au Costa Rica. Okay. Donc en fait, si tu prends la Caraïbe au global, on est quand même on a une taille qui est intéressante. Le problème, c'est ce sont des territoires qui ont chacune une législation, chacune une histoire, une façon de travailler. Enfin, c'est hyper compliqué d'exister sur tous ces territoires-là. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne sais pas s'il existe une entreprise qui touche l'ensemble de ces territoires. Je ne sais pas. En fait, ce que je regrette, c'est qu'on ne nous apprend pas assez... Enfin, tu vois, je me dis, mais même quand tu es jeune, quand tu es à l'école, pourquoi les voyages ne se font pas systématiquement dans les îles à côté ? Tu vois, la Dominique, excuse-moi, mais qui va en bateau. Ben, c'est clair. Pourquoi on ne nous apprend pas à aller à Sainte-Lucie ou tu vois, systématiquement, quand on pense études, on va... Enfin, France, notre génération, on allait systématiquement en France. Maintenant, je suis super contente de voir que les nouvelles générations, elles vont ailleurs, tu vois. Même si, bon, ça va beaucoup au Canada, ça va beaucoup... Voilà, mais tu vois, je me dis, on est dans un bassin international, mais on nous apprend à être français. Et du coup, quand tu te limites, par exemple, un truc tout bête, mais nos sites sont en français. Tu vois, nos sites sont en français, alors que tout autour de nous, on est trois. Enfin, je parle pas de la Guyane, puisque ça fait pas partie des Antilles, mais on est 2 dans les Antilles, enfin, avec Saint-Martin, les 3 à parler français. Et pourtant, nos sites sont en français, on vise le marché européen, français, etc. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, en fait, on n'a pas cette dynamique...
on n'a pas cette dynamique internationale et on ne nous l'inculque pas. Et en fait, tu te rends vite compte, en tout cas, quand tu développes une entreprise, que ça va vite devenir problématique, en tout cas, dans les 2 ans à venir. Mhm. Et donc, c'est partant de ce constat-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on réussisse à toucher un marché beaucoup plus large. Donc, on a été... c'est dans ce contexte-là, donc du coup, qu'on a fait une première... est-ce qu'on peut appeler ça une learning expedition? Oui, au Canada. En fait, c'était les rendez-vous de la francophonie. Ouais. Et on a un peu appréhendé le marché canadien, etc., etc. Et je sais pas, on n'a pas particulièrement poussé le truc. Mais au moins, ça vous a mis dans une démarche, en tout cas, un état d'esprit un peu tourné vers l'extérieur, quoi. Ouais, voilà. Carrément. Ouais. Et pour la petite histoire, ça fait un petit moment que je me dis, quand même, il y a un gros marché francophone en Afrique qui se développe, qui bouge pas mal, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que voilà, je ne sais pas du tout. Ouais. Et voilà, peut-être qu'il faut aussi essayer de regarder, de voir ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Et j'en ai parlé avec une fille qui s'appelle Amandine Negotti, qui est en Martinique, que j'ai rencontrée quand j'ai été en Martinique au mois de mars. Et justement, qui m'expliquait qu'elle faisait le pont entre la Martinique et l'Afrique francophone, enfin, là, elle est au Ghana. Ouais. Elle a vécu en Côte d'Ivoire, enfin, elle connaît pas mal l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a eu des échanges vraiment très enrichissants. Elle me dit, franchement, pour ce que tu fais, ça bouge vraiment. Ouais. Il y a vraiment un besoin et je pense que tu dois te retrouver là-bas. Ouais. Donc, du coup, j'ai postulé à ce programme. Donc, quand elle m'a dit ça, ce jour-là, j'ai appelé je ne sais pas combien de personnes. Ouais. Et je me suis retrouvée voilà, dans la foulée, en un week-end. À répondre au truc. À avoir un rendez-vous à Dakar, un rendez-vous en Côte d'Ivoire, un rendez-vous au Bénin. C'est génial. Au mois d'octobre. Ouais. Donc, et donc, du coup... Ah, tu fais les 3 territoires cette année-là? Ouais. C'est cool, ça. Génial. Ouais. Et donc, c'était quoi déjà ta question? C'était, je sais plus, c'était sur on a abordé la différence entre le marché caribéen et africain, sénégalais. Et d'ailleurs, en parlant de marché caribéen, quand je préparais, je me disais, mais vous faites beaucoup de, excuse-moi du terme encore, d'évangélisation et de vulgarisation de ce que vous faites. Alors, sur les réseaux, vous faites aussi des ateliers ou des petites formations gratuites en plus, ici, le matin. Alors que, et c'est un peu surprenant en Guadeloupe, parce que la plupart du temps, tu rencontres plus facilement des gens qui te disent « Ah non, mais nous, on va protéger en fait ce qu'on fait pour ne pas aller avoir trop de concurrence. » voilà. Alors que vous êtes plutôt dans l'ouverture en fait. Ouais, en fait... tu sais, dès le départ, alors je savais pas, si je savais, la stratégie que j'ai décidé d'adopter, mais dès le départ, c'est que je trouvais que, alors cette histoire de e-book, c'est vraiment né d'une volonté de partager. Pour le coup, le premier e-book que j'ai sorti, il y avait une stratégie de faire découvrir, de faire comprendre, de faire connaître, etc. Et puis, j'ai trouvé, à un moment donné, que, tu sais, comme je te disais, sans prétention aucune, bien sûr, parce que c'est que des faits, j'ai toujours parlé no-code, j'ai toujours parlé automatisation et mon discours n'a jamais changé. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, sur les réseaux, tu avais des gens qui faisaient un peu de mystère autour de ça, genre oui, l'automatisation, comme si c'était un truc incroyable. Oui, j'ai découvert cet outil-là, je vous en parlerai dans mon webinaire privé, machin, Telegram, je sais pas quoi. Et je me suis dit, ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais balancer des trucs gratos, avec toutes les explications pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais. C'était un peu un pied de nez. Ça date à peine de peut-être 2 ans. Enfin bon, bref, c'était un peu un pied de nez. C'était un peu genre... mec, arrête en fait. Et puis ça vaut toujours mieux que de faire
Si, des vidéos YouTube, c'est bien, mais parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font des vidéos YouTube, les 3 tips pour machin. Ouais. En Mais fait, l'avantage, c'est qu'avec le e-book, tu peux faire de l'acquisition oui. de... Alors, en fait, la stratégie, c'était de dire, je te fais découvrir des outils. Ouais. Des outils, il y en a plein et tu vas en trouver sur Internet. Enfin, je ne suis pas propriétaire des outils qui existent sur Internet et je ne le serai jamais. Je n'ai pas la prétention de l'être. Ouais. Donc, même si c'est moi qui te les donne ou pas moi ou que tu les as avec X, Y, Z, il y en a plein et tu vas en trouver plein. Moi, là où je vais t'aider, c'est sur des problématiques que tu as Ouais. et sur lesquelles on va utiliser des outils no-code pour venir répondre à tes problématiques. Ouais. Et là, on va utiliser des outils no-code, oui, mais on va les paramétrer, configurer ou les adapter en fait à ta problématique pour que ça puisse te servir. Donc en fait, moi, mon intérêt, c'est que les gens comprennent au maximum quelles sont ces nouvelles technologies. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, on est, tu vois, là où c'est très démocratisé en hexagone, aux États-Unis, où les gens, t'as pas besoin de leur dire, ils savent déjà. Nous, voilà, on découvre encore. Il y a de plus en plus. Alors, le prospect d'aujourd'hui n'est pas le prospect d'il y a 3 ans. Le prospect d'aujourd'hui, c'est le prospect qui me dit, OK, j'ai besoin d'un outil pour faire ça. Le prospect d'il y a 3 ans, c'était, j'ai besoin de gagner du temps sur ça parce que je ne veux plus faire ça, machin, sans parler d'outils. Ouais, d'accord, ouais. Ok, donc ça nécessite aujourd'hui plus d'expertise en fait. C'est ça en fait, mais c'est ce qu'on vend. On vend pas d'outils en fait. Nous, on n'a jamais, enfin, on vend pas d'outils. On vend notre expertise. Tu vas prendre n'importe quel outil sur Internet, tu vas prendre un compte free et tu vas l'utiliser. Enfin, c'est ça. Voilà. Exactement. Nous, ce qu'on va t'apporter, c'est OK. Quel est ton problème aujourd'hui? Quel problème tu veux résoudre? Et comment, avec cet outil-là, tu vas pouvoir le résoudre et gagner du temps, gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Ouais. Et surtout optimiser tes process et ne plus faire un certain nombre de tâches chronophages. Ouais, c'est ça. Et par rapport au marché dakarois, quelles sont les différences que tu as notées entre l'écosystème guadeloupéen et l'écosystème dakarois? Est-ce que tu as trouvé des gens qui font comme toi d'ailleurs à Dakar, la même activité que toi? Alors moi, pas à Dakar, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ouais. Il y a des gens qui font approximativement la même chose que nous. Ouais. Je n'en ai pas vu à Dakar. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais je n'en ai juste pas vu, pas rencontré. Alors, premièrement, Dakar, on va parler de Dakar et de Guadeloupe à l'échelle. Tu vois. Parce que j'allais dire, tu ne peux pas comparer une île à un pays, mais on va rester sur Dakar. Ouais. En fait, j'ai l'impression que, premièrement, le marché est plus dynamique. Ouais. Comme je te disais, je t'ai parlé d'investisseurs tout à l'heure. En fait, si tu veux, il y a une notion d'investissement qui est incroyable. En fait, c'est comme si les investisseurs ils ont compris que c'est en Afrique qu'il faut se trouver. Et en fait, ils cherchent un maximum de start-upers dans lesquels ils peuvent investir. Ouais. Et ils y croient vraiment, en fait. Ouais. Donc déjà, t'as pas de complexe. Tu sais quoi? Petite anecdote encore, j'ai rencontré un investisseur et là, c'était vraiment une discussion. On parlait juste, j'avais rien à vendre. Et je lui dis, ouais, j'espère faire le million, je sais pas, l'année prochaine. Et tu sais, le mec m'a regardé en mode, qu'est-ce que tu... Enfin, oui, c'est la base. Ouais, normal, quoi. Tu sais, il m'a regardé en mode, mais oui. Ouais. Ouais, pour toi, ça a l'air d'être un limite, tu te dis, bon, moi, je vais oser dire ça, et non que lui, ok, d'accord, quoi. Parce que quand tu réussis sur ce territoire-là, il est immense. Ouais. Donc, tu réussis beaucoup. Ouais. Et tu passes vite à l'échelle. Et donc, ils nous ont parlé de plein de success stories. Alors, évidemment, je n'idéalise pas, mais c'est vrai que eux, leur problématique, c'est OK, si je te finance, est-ce que tu es prêt à ne pas couler si jamais ça marche trop? C'est ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Et aussi, plus terre à terre, ils sont très téléphone. Ouais. Ils sont encore beaucoup... ils sont encore beaucoup. Je ne sais même pas s'ils sont plus avancés que nous ou si on n'est pas assez avancé qu'eux. Mais en tout cas, ils sont très téléphone et du coup, ça a fait émerger un certain nombre d'opportunités autour du téléphone, que ce soit les fintech,
que ce soit tout ce qui a attrait au téléphone, qui a beaucoup de potentiel là-bas. Tu vois, par exemple, des trucs tout bêtes, hein. Petit shout-out à Jean-Sébastien Faye qui m'a édité une petite carte de visite digitale, tu sais, avec la technologie NFC, c'est ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh, c'est génial. Tu mets ça derrière le téléphone des gens, t'as ton numéro qui s'affiche et tout, incroyable et tout. Mais vraiment, tu vois, j'ai été sur tous les téléphones de The Box, mettre ça, tu sais, active ton truc et tout. Et quand j'étais à Dakar, déjà, ils avaient tous des iPhones. Bon, ok, j'étais dans des sphères, voilà. Mais tu sais, les gens, tu sais, c'était genre... ah, c'est un QR code, ok. Ah, ok, c'est le truc, tu vois. Pas impressionné du tout, parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que Dakar, enfin, moi, j'accompagne des étudiants via les associations d'Emile Coder et Jenna. Je fais des masterclass, etc. Et ici? Non, ici? en Afrique. D'accord, en Afrique francophone. Ok. En Afrique de l'Ouest. Et en fait, souvent, ils sont sur leur téléphone, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des ordinateurs. Et donc, du coup, ça fait qu'ils font tout avec leur téléphone. Tout est sur leur téléphone. Et donc, ils ont une culture du téléphone qui est beaucoup plus développée que nous. Et j'ai trouvé que ça hyper... Par exemple, la notion de mobile money et de mobile wallet, tu vois, c'est quelque chose qui est totalement innovant pour nous, parce que nous, on est tous bancarisés et qu'on utilise nos cartes bleues, tu vois. Tout simplement. Alors qu'il y a énormément d'argent qui transite, énormément d'argent qui transite via les mobile money en Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, tu as des boîtes incroyables, des fintech qui se font des millions sur plusieurs territoires de l'Afrique de l'Ouest grâce au mobile money. Et nous, c'est des trucs où on n'en a pas conscience du tout. Conscience. Absolument. Et donc, du coup, c'était vraiment... j'ai appris plein de choses parce que... Mais tu t'étais renseigné avant d'y aller ou pas? Tu avais regardé un peu comment c'est ce qui se passait? Tu t'étais... Non. Et alors, justement, parce que tout à l'heure en off, tu me parlais justement de cette... tu as essayé, quand tu es arrivé là-bas, de ne pas y aller, d'enlever tout préjugé, en fait, tu vois. Et voilà, c'est... tu sais, je me suis retrouvée comme... tu sais, c'est comme si je me suis retrouvée comme le petit... le petit junior du groupe, et je découvrais tout, et les gens étaient là dans la cohorte. Il y avait j'étais la seule française, parce que les autres français étaient franco-congolais, franco-maliens, franco-machin. Et il y avait Cameroun, Mali, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire. Donc déjà des Africains déjà qui venaient au Sénégal pour... Voilà, des Africains qui venaient au Sénégal. Et donc, ils ne comprenaient pas que je ne sache pas ce qu'était le mobile money. Et tu sais, c'était moi, tu sais, la petite junior du coin. Oh, ma pauvre. Oh là là, tu connais pas le mobile money? Tu connais la différence entre le mobile money et le mobile wallet? Et du coup, je suis restée humble, en fait. Tu sais pas, meuf, tu te tais, tu prends ton cahier, tu notes et tu... J'étais vraiment... Comme je te dis, j'ai fait ce voyage en toute humilité. Tu t'en sais rien, tu sais pas. Tu connais pas le territoire des gens. Et voilà. Et tu viens apprendre. Mais tu sais, on se dit que... on s'imagine pas aussi que même ici, même en Guadeloupe des fois, il y a quand même pas mal de gens aussi qui sont forcés de tout faire avec leur téléphone. Moi, j'en ai des stagiaires dans mon boulot où ils sont... ils ont pas d'ordinateur à la maison, ou quand ils en ont un, l'ordinateur il est obsolète avec une vieille connexion internet, et du coup les mecs ils te font je sais pas, tu leur demandes, moi j'ai déjà vu des mecs m'écrire un texte Word sur un téléphone, quoi. Je dis mais ok, mais t'as pas un an? Non, l'ordinateur que j'ai il peut pas, il s'allume pas, voilà. Donc en fait je pense que ici aussi on a tout intérêt à aller se sourcer en fait de ce qui se passe dans ces pays africains, pour ensuite aussi aller développer des solutions même ici, tu vois. Clairement. Donc clairement. Après, tout n'est pas duplicable. Tu vois. Mais c'est vrai que aller en toute humilité et regarder ce qui se passe, je trouve que c'est une bonne approche.
Ouais. Ouais, et sit and watch en fait. Cool, super, top. Ben, c'est génial, hein. Franchement, ben, je vais suivre tes actualités pour voir un peu comment ça évolue pour toi à ce niveau-là, parce que moi, ça m'intéresse très fortement ce marché africain-là. Et vraiment, c'est... Voilà. Un autre thème que tu n'aimes pas. Je ne sais pas si je suis prête à rentrer dans des polémiques aujourd'hui avec toi. Alors non, tu sais quoi? On va commencer par juste une phrase que tu as dit. Ok. Donc, tu ne peux pas... Il faut assumer ta phrase et m'expliquer ce que tu entends par là. Donc, je cite. Je ne me considère pas... Attends, excuse-moi. Je ne me considère pas en tant que femme quand je me retrouve face à un homme ou face à une entreprise. Je me considère comme une entrepreneur, tout simplement. C'est une phrase que tu as dite dans une vidéo tournée pour le magazine Ewag. et donc, je voulais juste que tu me... Voilà, aborder ce thème que tu détestes, l'entrepreneuriat au féminin. Je sais que toi, tu ne te résumes pas à ça. Mais quand même, voilà. Alors, les personnes qui écouteront ce podcast, sachez que je ne débat que très rarement. D'accord. Donc... Mais c'est pas un débat, c'est... En fait, si tu veux, bizarrement, je me considère vraiment féministe. En fait, je suis féministe parce que, en fait, je n'ai pas à dire que je suis une femme. Et quand je me retrouve face à un homme, je ne viens pas dire, me mettre des labels mompreneur, femme, entrepreneur, etc. Enfin, je suis une femme, c'est un fait, tu vois, tu le vois bien quand je suis en face de toi. Et du coup, il se trouve que j'ai un enfant. Déjà, je dis, je suis entrepreneur et il se trouve que j'ai un enfant. Mais à aucun moment, je me considère femme, mère, entrepreneur, etc., etc. Je suis une entrepreneur. C'est très rare de trouver des hommes qui s'identifient en tant que... Ouais, c'est vrai, jamais. Non, mais c'est pas très rare, c'est jamais. Ils citent le nombre d'enfants qu'ils ont, etc. Ouais. Et c'est vrai que... Tu vois, j'espère qu'un jour on ne va pas ressortir ça. On va m'inviter dans un truc de femmes et voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je fais très attention aux interventions que je fais où ça parle de femmes, etc. Parce que en fait, je suis une femme. J'adore être une femme. Mais quand il s'agit de business, je suis une entrepreneur et je suis chef d'entreprise. Une chef d'entreprise. Ouais, mais totalement d'accord. Et donc, tous les labels, femme entrepreneur, femme blablabla. Donc, la sororité, pour toi, c'est pas... En fait, pour moi, dans mon féminisme, la sororité ne devrait pas être un sujet. Aujourd'hui, les hommes sont en minorité chez Tandem Office. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Et la sororité, la sororité, c'est pas un sujet. Je travaille avec beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte récemment que plus de 80% des clients de Tandem Office sont des femmes. Potentiellement, évidemment, parce que Jessica et moi sommes très présentes, etc. Et on attire les personnes qui nous ressemblent. Mais la féminité, pour moi, n'est pas un sujet quand il s'agit de business. Et je n'ai pas envie d'être le porte-parole des femmes entrepreneurs. Je suis entrepreneur et quand je me retrouve face à des hommes, ou en tout cas, quand je me retrouve avec des hommes, je leur fais bien comprendre que je suis entrepreneur et je ne suis pas une femme. Et je recadre très rapidement les hommes. Je prends un malin plaisir d'ailleurs. Oui, parce que j'imagine que malgré tout, tu dois avoir un paquet d'anecdotes. Oui, je prends un malin plaisir à reprendre les gens, les hommes en règle générale, parce que souvent, voilà quoi. Je sais pas, faire l'éducation des gens chez toi et dans la rue aussi. Mais je fais comprendre aux gens que voilà, je suis pas là pour rigoler. Je suis là en tant qu'experte. Ouais. Et j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Donc, comporte-toi bien avec moi quand je suis là. Ouais. Très bien. Point à la ligne. Non, mais alors, une autre question que j'ai oublié de te poser. En fait, ça faisait un moment que je pensais t'interviewer pour le podcast parce que je trouve que tu as vraiment un parcours, une personnalité qui rentre totalement dans la thématique du podcast. Zone de confort, tu es quelqu'un qui a su dépasser
même ses doutes, gagner de la confiance, gagner en compétences, dépasser ce sentiment d'imposteur. Enfin, il y a vraiment super. Vraiment, ton parcours est exemplaire et vraiment, moi, je suis très très fan de Florence Dorsil. Donc, je parle de toi à première occasion, c'est clair. Mais cela dit, tu m'avais invectivé sur Insta il y a quelques semaines. Tu m'avais dit qu'il s'est passé un truc, je sais plus quoi, et j'ai très hâte d'en parler dans le podcast Hors-Zone de Jude. Oh mon Dieu, Alors, qu'est-ce qui s'était passé, non, purée. Flo? J'ai dit ça. Ouais. Alors, attendez, je recherche Je sais de quoi il s'agit. Ouais. Et je suis pas sûre que... Tu n'assumes plus. Ouais, j'assume plus. Putain, Tu m'avais dit que tu avais très hâte d'en parler dans le podcast. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que j'avais dit? Purée. Voilà, retrouve la story. Qui m'a envoyé en fait? Personne ne m'avait rien demandé en plus. J'étais là, oui, je vais en parler dans le podcast de Jude. C'est ou ça. dans mon TEDx, je crois, j'avais dit ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Attendez, je recherche la fameuse story. On a tout notre temps, t'inquiète pas. Un jour, je vous raconterai comment Janice a réussi à me faire sortir de ma zone de confort et parler d'autre chose que tandem. Ah oui, dans mon TEDx ou dans le podcast, je vous raconterai ce qui s'est passé dans ma vie en 2021. Ah oui, voilà, en 2021. Eh bien, dans ma vie en 2021, dans ma vie en 2021, j'en dis un peu, mais pas trop. J'ai divorcé, j'ai eu un divorce. J'ai divorcé et en fait, il se trouve que à ce moment-là, je n'ai plus le choix. En fait, je n'avais plus de plan B, je n'avais qu'un plan A. Et c'est aussi la raison, c'est dans ce contexte-là, tu veux savoir un truc. J'ai découvert ce que le mot résilience voulait dire à ce moment-là de ma vie. Ouais. Tu ne sais que tu es résilient que quand il t'arrive un truc où tu dois faire preuve de résilience. Ouais. Et du coup, je pense que ça a été un gros tournant dans ma vie parce que effectivement, à ce moment-là, je n'avais plus de plan B, j'avais qu'un plan A. Et du coup, ça m'a beaucoup... Mais alors, la question que je me pose, c'est... tu t'en es rendu compte récemment, ça? Ou alors, enfin, je sais pas, pourquoi avoir mis ça en story? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es... Ouais, parce qu'en fait, déjà, premièrement, j'ai trouvé que la restitution de cette interview des WAG était très belle, en fait. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Ouais. J'ai trouvé elle a été très difficile pour moi parce que, si tu veux, Janice, que tu connais, m'avait dit « Florence, je veux t'interviewer ». Ouais. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, évidemment, de quoi je peux parler d'autre que Tandem Office. Ouais. Et donc, du coup, je lui ai dit, tu m'enverras les questions et tout. Elle m'a dit, oui, je t'enverrai les questions. Elle ne me les a jamais envoyées. Ouais. Je suis arrivée, je me pointe à EWAG et tout. Je lui dis, mais Janice, tu ne m'as pas donné les questions. Elle m'a dit, mais t'inquiète, on te les donne tout à l'heure. Donc, je me dis, c'est bizarre cette histoire en fait. Je comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Donc, du coup, on me maquille. Enfin, non, je t'arrive maquillée et tout. Ouais. On m'installe. Je lui dis, mais. Où sont les questions quoi? Donc, la caméra est sur moi. Donc là, tu vois, je commençais à me dire, mais je ne comprends pas cette histoire. Et là, elle me dit, Florence, on te donnera les questions quand la caméra sera allumée. Tu vas lire des choses. Et j'étais là, mais what the fuck ça. En fait. Ouais. Et donc du coup, moi je pensais que j'allais parler de Tandem Office, j'avais aucune idée de ce que, enfin voilà et tout. Et donc elle me dit fait lire des trucs et c'est oser entreprendre, oser échouer ou quelque chose comme ça et tout. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un exercice très difficile pour moi de parler d'autre chose. Je parle très très peu de ma vie personnelle. Ouais. En tout cas, voilà, en dehors de mon cercle. Ouais, bien sûr. Et ça a été très très difficile pour moi. Et il y a une question où elle a dit oser, je sais plus c'était quoi, oser remonter la pente. Voilà. Et oser remonter la pente, franchement, j'en ai les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais c'est en fait. Quand j'ai eu ce divorce, j'ai eu l'impression que je devais tout recommencer et cette fois-ci sans
sans filet de sécurité, Mhm. tu vois. Mhm. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'ai mesuré un peu le chemin parcouru et je me dis que, purée, ça va pas trop mal quand même. Hein. Mhm. 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 Ça va pas trop mal. Mais c'est hyper important, hein, de regarder un peu le chemin qu'on a fait. Parce que ça, on ne s'en rend pas compte du tout du chemin qu'on parcourt quand on est dedans. Et c'est soit qu'il faut que les autres, enfin en tout cas moi dans mon cas, hein, soit c'est quand les autres te disent ah ouais mais quand même tu te sors bien, ou alors quand tu te dis toi, quand tu te poses, tu te dis ok ben, j'ai fait ça l'année dernière, c'est cool et tout. Et là tu te dis ah ouais quand même bon ça va, j'ai pas à me plaindre, même si oui dans la vie de tous les jours j'ai besoin de galérer, de ramer, de machin, C'est clair. mais qu'en fait bah, au final j'ai quand même réussi à accomplir 2-3 trucs qui sont sympas quoi. Ouais, et pourtant, tu vois, c'est vraiment des trucs. J'ai toujours l'impression de justifier ce qui m'arrive, tu vois. Franchement, je me dis, tu vois, là, je me dis, ok, j'étais à Dakar. Bon, c'était un coup de chance. Ouais. Tu sais, tu justifies et tu rationalises tout. Tout est rationnel et tu justifies tout. Et tu as des gens en face qui te disent, waouh, c'est génial ce que tu fais. T'es là, mais quoi exactement? Ouais. Alors maintenant, je dis merci. Ouais. Je dis merci. Mais parfois, Ouais. j'ai envie de dire, mais c'est quoi? Enfin, c'est vraiment. Ouais. Mais bon, c'est pas forcément respectueux. Mais c'est même pas. C'est vraiment parfois, je me dis, mais c'est quoi en fait? Ouais. Mais du coup, c'est vrai que moi, je me dis, depuis 2021, on va dire que j'ai pas le choix. Mhm. J'ai pas le choix parce que j'ai pas le choix d'avoir une entreprise rentable. J'ai pas le choix d'avoir une entreprise qui fonctionne, pérenne, viable, rentable sur le long terme. Et Alors, oui, tu dis ça, mais en même temps, moi, il m'a semblé quand même que tu as eu le choix à un moment, puisque l'entrepreneuriat, tu l'as choisi quand même, tu vois. Tu aurais pu avoir une activité un boulot salarié. Et d'ailleurs, à un moment, tu travaillais avec Guadeloupe Tech et tu as choisi toi-même de reprendre ton activité entrepreneuriale. ouais, en fait, c'était un moment où c'était très très difficile. Mhm. Et j'ai vite remis mon curseur en axe. Ok, c'est pas ce que je veux. J'avais oublié, tu vois, c'était un Ouais. petit. Ouais. J'en avais besoin à ce Ouais. moment-là. Ouais. J'avais besoin pour des raisons financières, j'en avais besoin pour des raisons émotionnelles, pour besoin de stabilité, de m'en remettre aussi. Et une fois que, ok, c'était fini, c'est bon, voilà. Mhm, 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 mhm. Ah, c'est cool, super. C'est très bien, bah, c'est top. Alors, pour... ouais, on arrive à la fin du podcast. Donc, on a abordé pas mal de sujets et maintenant, en fait, j'ai prévu de terminer maintenant tous mes podcasts par une interview hors zone. Ouais. Donc, j'ai 4 questions à te poser. Ok, Qu'il faudra que tu me répondes le plus sincèrement et le plus rapidement possible. ok. Tu es prête? Mhm. Première question. Tu es plutôt voyage solo ou séjour organisé? Séjour organisé. Ah bon? Ouais. Ah bon? Organisé dans quel sens? Je ne pars pas quelque part si c'est pas organisé. La preuve, tu vois, je suis partie dans un truc. Si je pars, en tout cas à chaque fois que je suis partie, je savais ce que je faisais le jour 1, 2, 3, 4. Tout est organisé. Ah ouais. Ouais. Tu laisses pas de place à l'improvisation. D'accord, On ok. improvise dans les créneaux qui sont dédiés à ça, mais sinon... Ah, il y a des créneaux pour l'improvisation. Donc là, tu vois, je pars en Côte d'Ivoire, je programme tout. Là, je suis en train justement de tout programmer. D'accord. Ok. Mais, ok, d'accord. Bon, très bien. mais comment tu fais dans ces cas-là non, mais ça, c'est... Comment tu fais pour... quand il t'arrive un truc que tu n'as pas prévu? Bah écoute, après, ça dépend de quel genre de choses. Parce que il m'arrive un truc de pas prévu, genre c'est un rendez-vous pro, Ouais. quelque chose comme ça, j'annule tout, j'y vais. Ouais. Mais- Enfin, l'anecdote dont tu as parlé au tout début, avec l'investisseur où tu étais pitché, c'était pas Oui. prévu. Oui, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je programme, je sais déjà ce que je vais faire sur ces créneaux-là. Ouais. Mais si après, il y a une urgence ou il y a une priorité ou il y a quelque chose comme ça, je laisse place, en fait, Ok. à autre chose. C'est comme Ok. dans mon agenda de toute la semaine, il y a des créneaux dédiés à ça. Mais Ouais. s'il y a une urgence, Ouais.
D'accord. Je fais sauter pour gérer ce que j'ai à gérer. D'accord. Et tout est organisé. Ok. D'accord, ok, très bien. Deuxième question. Quelle est la dernière fois où tu as dit non? La dernière fois où j'ai dit non très souvent, très facilement. Alors, c'est probablement ce matin. Attends. Bon, ce matin, c'était très personnel, donc je ne peux pas en parler. Mais je dis non. En tout cas, tu n'as pas de problème à dire non. Non, clairement non. Clairement non. Ah, je racontais... ce matin, j'ai dit non à un organisme public qui m'a demandé de revoir mon tarif à la baisse. Je leur ai dit, c'est pas possible. Ah. Je ne le ferai pas. Et que s'ils préfèrent travailler avec des prestataires qui coûtent moins cher, pour une moindre qualité, je les invite vraiment à y aller, si c'est ce qui est important pour eux. T'as dit ça comme ça? Oui. D'accord. Attends, mais justement, ce tarif à la baisse, là, parce que aux Antilles, on veut tout baisser le prix, voilà. On dit toujours que on baisse pas son prix sans enlever une partie de sa prestation. Toi, tu fais pas ça? Si, en fait, ils m'ont sollicité pour être formé sur, pour former les collaborateurs de cet organisme à une suite. Ok. Je leur ai dit, voilà, nous on fonctionne, on a des produits. Le produit qui se rapproche de ce que vous voulez, c'est des bootcamps. Ces bootcamps-là, c'est des ateliers et des sessions de travail où on va travailler avec les collaborateurs. On va les faire travailler ensemble, échanger ensemble pour définir les process et ensuite voir dans quelle mesure ces process-là vont être intégrés dans les outils et comment on va les former à ça. Ok. Quel nombre idéal pour faire ces bootcamps? Je réponds 15. 15 est le nombre idéal de personnes par session pour que ce soit idéal. Même c'est même beaucoup, hein, 15 max, ans. Ouais. Voilà, le nombre max pour aller sur ces trucs-là. Ok. J'envoie ma proposition et je leur dis, voici le prix à l'unité d'un bootcamp. Moi, je vous en propose sur la base de ce que vous m'avez demandé. Je vous en propose 4. Ensuite, à vous de voir par rapport au nombre de personnes, à vous de voir par rapport aux thématiques. Est-ce que vous voulez enlever des thématiques, rajouter des sessions par rapport au nombre de personnes? Vraiment, là, je vous donne une base tarifaire. Et c'est vous qui avez les informations, moi, je ne les ai pas. Ouais. Elle me rappelle ce matin, elle me dit, le DG est très intéressé par votre proposition, mais il veut former 50 personnes, comment on peut faire? J'ai dit, vous rajoutez autant de sessions que vous voulez pour former ces 50 personnes. Je lui dis, par contre, si vous mettez 50 personnes dans un bootcamp, ce ne sera pas un bootcamp, ce sera une conférence. À ce stade, voilà. Oui, mais il veut former 50 personnes. Ok, dans ce cas-là, vous dupliquez des équipes en petits groupes et vous prenez autant de bootcamp. Ah oui, mais on a un budget limité. Ok. Ah oui, mais est-ce que la marge que vous faites, l'idée ce serait que la marge que vous faites, et je lui ai dit, à ce prix-là, quand vous mettez 50 personnes, je ne gagne pas d'argent. Donc non, je ne peux pas, voilà. Et donc elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me faire, par rapport au nombre de personnes qu'on vous envoie, un discount? J'ai dit, c'est non. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un prix imbattable et meilleur que le mien, je vous invite à vraiment y aller. Je suis vraiment OK avec ça. Ouais, c'est cool, super. Très bien, parfait. Ta réponse est parfaite, super. Troisième question. Ton prochain projet sera motivé par l'envie de changer le monde, des collaborateurs sympas ou une opportunité de gain importante? Une opportunité de gain importante. Envie de changer le monde, collaborateur sympa ou gain important? Ce qui est important pour moi, c'est la sphère privée qui m'entoure et vraiment être dans un environnement sain avec des collaborateurs sympas, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens vulnérable. Je peux avoir le droit d'être vulnérable. C'est vraiment très important pour moi parce que c'est la base pour justement atteindre les deux autres objectifs, avoir des gains et changer le monde. Donc pour moi, mon prochain objectif, oui, c'est d'avoir des collaborateurs sympas, ouais. Super, parfait. Génial. Elles sont super tes réponses. Franchement, très très bien. Et ma dernière question. Quel mot suscite en toi le plus d'inquiétude? Inconnu, risque, routine? Moi, j'adore mes questions. Attends, tu peux répéter la question? Quel mot suscite en toi le plus d'inquiétude?
Inconnu, risque ou routine? L'inconnu. J'adore la routine, il faut que tu le saches. Oh là là. J'adore la routine, La j'adore faire routine. les mêmes choses. C'est vrai? Tu demanderas à Julien et Jessica, tous les jours, je peux manger la même chose à la même heure. Et C'est faire dingue, la même ça. chose. Toutes les semaines, je fais les mêmes choses, de la même façon. Je te connaissais du pas coup, comme ça. Ça me conforte, en fait. Je me sens bien dans mon environnement. Voilà. L'autre... L'autre, c'était routine Ou risque? et risque. Tu connais un mème. Tu connais un mème. Le mème, c'est moi, je suis le genre de gars, j'adore le risque. Non, je connais pas ça. Bon, c'est un mème, tu chercheras sur Ouais, Internet. ouais. Ouais, clairement, j'adore le risque. Sincèrement, quand on me dit là, c'est dangereux, je me dis ah ouais, c'est dangereux. Donc- C'est dangereux comment? Ouais. Par contre, quand tu me dis il y a un risque si tu vas là, je sais où je vais et je décide de prendre ce risque moi-même. Mais l'inconnu, c'est vraiment quelque chose qui me rend folle, Sérieux? pour laquelle je peux être morte d'inquiétude. Eh ben, d'accord. Donc, D'où le côté organisé du voyage tout à l'heure aussi. Hein, je ne sais D'accord. pas, ça a quelque chose de rassurant pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui me rassure. Mais tout ce qui est lié à des choses que je... D'ailleurs, à chaque fois, mon chéri, que tu connais d'ailleurs, Mhm. il me dit, t'es vraiment une... Il me dit, t'es vraiment une geek en fait, parce que je fais les mêmes choses. Enfin, si j'ai vraiment besoin d'être rassurée sur l'entendant des choses. Et quand il fait, par exemple, un nouveau plat, Ouais. je vais être là, mais enfin, c'est pourquoi enfin, où t'as vu ça? Une recette YouTube, je dis, ok, t'as vu une recette YouTube, tu l'as fait quoi? Ouais, ok. D'accord. Ça te suffit? Par exemple, je ne serais pas le genre de personne qui va manger des trucs. Donc, Quand d'accord, ok. Une dernière anecdote. Quand j'étais au Sénégal, je suis intervenue. Alors, au détour, franchement, ça a été vraiment génial ce voyage. J'étais dans une soirée, encore une fois. Et il y a un mec, je pense, qui m'a pris pour un investisseur. Et Ouais. il est venu me voir et il m'a pitché son entreprise alors que j'étais juste en train de m'occuper de mes oignons, tu vois. Ouais, ouais, Il m'a ouais. pitché son projet. Et du coup, je lui ai pitché en retour ce que je faisais. J'ai bien compris qu'il a cru que j'étais un investisseur. Mais du coup, j'ai pitché en retour sans lui dire je suis pas un investisseur, Ouais, pour lui faire comprendre que je suis pas la personne que tu crois. ouais. Et donc, du coup, je lui dis, je sais pas pourquoi, je lui dis que je suis membre d'une association qui s'appelle 10 000 codeurs. Il Ouais. me dit, mais c'est pas vrai. Je dis, bah si, en fait. Enfin, pourquoi je viendrais la mentir? Il me dit, mais moi, j'ai passé mon passeport numérique avec cette association. Ah, Je dis, ah ouais, et tout. Et donc, il me dit, bah oui, c'est grâce à cette association aujourd'hui que je suis là, que j'ai monté ma start-up, etc. etc. Donc, évidemment, le dialogue, voilà, et tu connais Douglas, tu connais, ah oui, oui, c'est génial, c'est génial. Et le mec me dit, Florence, franchement, est-ce que tu peux venir parler aux filles que je coach? d'où la photo sur LinkedIn voilà. que j'ai vue. Ouais, 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 ok. qui sont à Saint-Plon, Sénégal, Ouais. machin. Je dis, bah, avec plaisir. Par contre, Ouais. je pars samedi. Ouais. Et il me reste que demain. Il me dit, bah, demain, on t'attend, tu viens. Et voilà, ok, Super. je viens. Il faut savoir que l'accueil sénégalais, écoute... Il est ouf. franchement, j'ai été accueillie partout, mais vraiment d'une façon qui te donne chaud au cœur, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Tu as vraiment le sentiment d'être attendu. Ouais. Tu as vraiment le sentiment que les gens sont contents que tu sois là. Mhm. Et dans leur accueil, ils m'ont préparé un fruit. Enfin, ils m'ont fait goûter un fruit qui s'appelle Mad. Tu connais un fruit qui s'appelle Mad? Non. Je te montre. Ça ressemble à ça. Ok. Ça ressemble à rien. Et tu vois, il me Et ça présente. se mange comme ça, en sauce comme ça. Ça se mange comme ça et tu prends une cuillère et tu suces le truc. Et c'est sucré? C'est sucré salé. D'accord. J'ai vu Ok. ça, je me suis dit, aidez-moi. Je sais pas comment je vais manger ça devant les gens parce que si j'étais seule, les gens étaient... Et du coup, ils me disent, bah, tiens, c'est Ouais. une spécialité de chez nous. Ouais, vas-y. mange. Et, Et là, tu peux pas dire Et que là- t'aimes pas. et là, je dis oui, mais je suis malade. Tu vois, là, je suis encore un peu malade. Je suis Ouais, malade. ouais, machin. Non, ouais. mais ça va te faire du bien. Et au du final, coup, t'en as mangé. j'ai goûté le truc. J'ai eu des hauts le cœur. Hein. Ah bon? Ouais, malheureusement, ouais. Et t'as pas fini?
Ah ben non, j'ai eu vraiment des vrais haut le cœur, c'était pas une expression, j'ai eu des haut le cœur, genre... D'accord, bon. Voilà, donc inconnu, c'est non. D'accord. T'as mangé les dibis là-bas ou pas? Les dibis? Non. T'as raté un truc. Hein. Faut que tu retournes à Dakar. J'ai promis à beaucoup de gens que je reviendrai au Sénégal. Le dibi, le café tout bas, c'est des trucs c'est génial. Écoute, super. Toute dernière question. Quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as un livre, un film, une méthode, un lieu qui t'inspire dans la vie quotidienne? Ou une routine aussi. Quelque chose qui m'inspire. Bon, j'ai honte de le dire. Tu vois, plus je vieillis, plus j'ai honte de le dire. Mais quelque chose qui m'inspire. Je ne sais même pas si je vais oser le dire. Attends, je réfléchis à autre chose parce que... On est entre nous, tu peux y aller. Non. Livre, film, lieu ou méthode? Un livre, un film ou une méthode. Ça peut être une méthode pour t'aider dont tu as besoin pour... une méthode ou une habitude, quelque chose qui t'aide dans la vie de tous les jours à accomplir tes objectifs. Franchement, je pense que tout ce qui est méditation, ça marche très bien sur moi. Ah ouais, ok. Franchement. Et comment tu médites? En fait, je médite en travaillant. Ok, d'accord. Okay. Je suis sujette à beaucoup d'anxiété. Que je gère, hein, tu vois. Peu de personnes savent, d'ailleurs personne ne saura puisque on est sur ce podcast que tous les deux. C'est ça. Mais je suis sujette à de l'anxiété. Ouais. Et du coup, par rapport à cette anxiété, j'ai un peu un parcours dans ma tête où je commence par « Ok Florence, tu as un problème ». Alors, il faut savoir que l'anxiété crée beaucoup de procrastination. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que parfois, je sais que j'ai une tâche à faire, ça me crée du stress, ça me crée de l'anxiété, et donc je vais mettre de la distance, et plus je mets de la distance, plus je... Voilà. Donc, du coup, voilà. Et en fait, parfois, je me pose et je commence à faire de la méditation. C'est-à-dire à prendre conscience des bruits, prendre conscience de ce que je fais, prendre conscience de mon environnement. Je me raconte des histoires. Certains diront que c'est un peu de l'hypnose. De l'hypnose, ouais. Je me raconte des histoires, etc. Et ensuite, paf, il se trouve que je fais le truc. Et il se trouve que j'ai beaucoup confiance en moi. C'est paradoxal un peu quand même. C'est très paradoxal. Je suis convaincue de choses que je pense que je ne peux pas faire, mais que je fais en même temps. Okay. Mais tout ça, c'est un dialogue interne. Et ça te vient d'où? Quoi donc? Cette capacité et ce réflexe en fait de méditer quand tu es face à cette situation. Eh bien, c'est ma copine qui est prof de yoga, Anaïs Hypnose Yoga, Anaïs Forbin, sur Instagram, hein, pour ceux qui veulent aller la suivre, qui en fait m'aide beaucoup à ce niveau-là. D'accord. Enfin, oui, elle me donne toujours un petit peu plus de technique pour que j'arrive à gérer ça. Super. C'est parfait. J'aime beaucoup toutes tes réponses, c'est vraiment top. Donc voilà, très très bien. On a tenu combien de temps? Je ne sais pas, ça fait 1h17. Ouais. Donc, on va sûrement atteindre 1h30 avec les petits montages et tout. Okay. Peut-être 1h30, mais bon, voilà, 1h23, 24. Voilà. Okay. Donc, merci beaucoup, Flo. De t'être prêté au jeu de ce podcast. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Ah oui, c'était génial. Et, tu vois, tu m'as fait sortir des trucs un peu comme si j'étais en thérapie, alors que... Écoute, j'en suis très content. Donc c'est très très cool. Donc non, vraiment, en plus ça m'a permis de découvrir des petits points chez toi que je ne connaissais pas, donc c'est super. Et non, c'est cool, je suis très content. Bon, donc, parfait. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et puis, longue vie à ton démo-fils. Ouais. Et puis, sur le marché africain, j'espère que ça va cartonner. Écoute, on croise les doigts. Yes. Bon,
À bientôt. À bientôt. Bye. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Hors Zone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.